Je peux démarrer directement. Donc, bienvenue à ce webinaire, les sports US, culture et business. Nous abordons aujourd'hui donc le football américain. Je suis Patrice Philimbe, votre modérateur. Je baigne dans le sport depuis plus d'une vingtaine d'années aux US, avant, bien sûr, donc en France. Et donc, je suis l'expert de Sportec pour la French Cluster. Donc, la French Cluster, c'est un pool d'experts francophones basés aux États-Unis possédant une parfaite connaissance du marché américain, sélectionnés par domaine pour leur expérience. Ils représentent chacun une expertise unique et sont un contact référent pour leur communauté. Animés par la volonté de progresser et de faire progresser les autres, les membres de French Cluster visent le leadership et l'excellence, tout en accordant les valeurs de fraternité et d'intégrité. Avec French Cluster, donnons du sens à l'excellence. Donc, nous remercions bien sûr également notre partenaire, la Chambre de commerce franco-américaine de San Diego, pour son soutien à cet événement. Et sans plus attendre, je vais vous présenter nos panélistes. Je suis accompagné donc aujourd'hui de Stéphane Roblic. Donc, Stéphane, Bonjour. projet manager donc, chez French Cluster, qui est devenu expert du football américain juste pour vous. Et Dominique Milano, fervent fan de football américain depuis plus de 20 ans. Euh, Bonjour. il est père d'un étudiant sportif évoluant donc en Division 1 à Tennessee Tech University en tant que quarterback. Donc au menu aujourd'hui, si tu veux avancer un petit peu, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, Stéphane? Donc nous allons aborder plusieurs sujets donc, au niveau du football américain, notamment l'historique, les compétitions, les terrains, les règles du jeu, les derniers classements et quelques expressions assez marrantes qui sont devenues euh, assez courantes dans le langage du business. Donc, sans plus attendre, Stéphane, peux-tu nous retracer un peu brièvement l'origine et l'évolution du football américain depuis sa création en 1920 jusqu'à la NFL qu'on connaît aujourd'hui? Eh bien, écoutez, comme le disait tout à l'heure Patrice, je suis devenu un expert pour vous, car c'est un sport que je ne connaissais pas trop. J'ai fait cette présentation afin que justement des personnes comme moi puissent mieux comprendre. Alors, au niveau historique, comme il le disait tout à l'heure Patrice, enfin, du moins à l'instant, ça a commencé en 1920 pour le football américain avec l'APFA, American Professional Football Association. Dès 2022, rapidement donc, elle prend le nom de NFL, même nom qu'on connaît maintenant, National Football League. D'autres ligues vont se créer un peu plus tard, dont l'AFL, l'American Football League. Mais comme ces deux ligues sont un petit peu en confrontation au niveau du sport, pour- afin d'avoir des difficultés financières à travailler, elles ont décidé de fusionner. Et c'est devenu la NFL d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait un petit schéma. Donc, on voit bien qu'avant, on avait la NFL et la AFL qui étaient en même temps. Et ils ont reformé. Ils ont gardé le nom de la NFL, mais ils ont formé une NFL qui ont récupéré les deux équipes, enfin les deux anciennes ligues, qui ont formé finalement la NFL a formé finalement la NFC, National Football Conference. On en parlera tout à l'heure des conférences. Et l'AFL a formé l'AFC, American Football Conference. Donc on revient donc à la NFL. La NFL a commencé d'abord par 28 équipes rapidement, et a fini par en avoir 32 comme actuellement. Elle est composée comment? Eh bien, en fait, il y a donc, on a dit juste avant, deux conférences, l'AFC, American Football Conference, et la NFC, National Football Conference. Ces deux conférences sont ensuite divisées, elles, en quatre divisions, Nord, Sud, Est et Ouest. Pour préciser, tout à l'heure je dis équipe, mais finalement, ce sont des équipes, mais surtout ce sont des franchises, car en fait, ces équipes ne sont pas liées à la ville elle-même, elles sont liées à des propriétaires. Ce qu'on peut dire du football américain, c'est qu'aussi c'est un sport majeur, et c'est même, je pense, c'est même le premier sport aux États-Unis devant le basketball et le baseball. Et enfin, particularité, c'est que la NFL est constituée uniquement d'équipes américaines, contrairement aux autres sports où il peut y avoir des équipes étrangères. On va passer donc maintenant.
Juste avant que tu Oui, pardon. enchaînes, Dominique, Oui, comment es-tu tombé amoureux donc, du sport, le foot? Je sais que tu es un passionné de foot, football européen aussi, mais donc à alors quel moment est-ce que c'est tu es marrant tombé parce amoureux? que avant d'arriver aux États-Unis, dans les fins des années 80, j'étais devenu ami avec un ami du quartier qui jouait à ce fameux sport qui était le football américain. Et euh, désolé, j'ai eu un coup de fil entre-temps. Donc je suis devenu ami avec cette personne et qui m'a fait découvrir ce sport. Alors au début, je n'y comprenais rien du tout parce que je voyais des gens qui s'arrêtaient, ça s'arrêtait toutes les 2 secondes alors que j'étais habitué au football normal où pendant 80 minutes, la balle, elle circule, quoi. Et donc, je comprenais rien, mais j'avais envie de comprendre. Et j'ai passé du moment avec cet ami-là et j'ai été à quelques entraînements. Il jouait dans une équipe locale il y avait déjà un championnat de football américain à Paris et il jouait au Spartacus de Paris, qui était une des premières équipes des années 80. Et j'allais à l'entraînement et j'ai commencé à comprendre le jeu, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait en fait deux équipes, une équipe d'attaque, une équipe de défense, que la balle avançait d'une certaine manière avec progression sur les yards et sur la distance et que les points étaient mis que lorsqu'on rentrait dans une zone qui s'appelle la end zone, qui n'est pas un but, mais qui est un endroit spécifique dans chaque fin de terrain. Et Merci un beaucoup. dans l'autre, j'ai commencé à aimer ce sport. Voilà. Peux-tu nous décrire un peu un premier match donc marquant? Ah, alors le premier match marquant, c'était en fait sur Canal+ le lundi soir, si je me rappelle bien. Je parle des années fin des années 80. Il y avait au Canal+, ils mettaient des matchs le soir et j'avais vu les San Francisco 49ers jouer contre les New York Giants. C'était un gros match. Et voilà, bah, c'était un des premiers matchs où j'avais compris les règles à ce moment-là. Et depuis ce jour-là, je suis devenu un très très gros fan de football américain. Excellent, merci Dominique. À toi Stéphane. Donc Stéphane, quels sont les formats un petit peu et les grandes étapes de la NFL, des matchs réguliers jusqu'au Super Bowl? C'est ce que l'on voit maintenant, en parlant plus précisément de la National Football League. Finalement, cette ligue est composée de deux parties en particulier, la saison régulière et les playoffs. La saison régulière, c'est quoi? C'est finalement de septembre jusqu'à janvier de chaque année, 17 matchs pour chaque équipe. Donc on voit le découpage, donc c'est précisé en dessous, de tous les équipages. Donc, on voit que certaines équipes vont jouer dans leur division, contre une autre division de la conférence, notre conférence. On va parler un petit peu de tout ça en dessous. Là, oh, pardon. On arrive au niveau des playoffs en fin de saison. On arrive aux playoffs. Donc, depuis 1967, c'est les 7 équipes de chaque conférence. Donc, comme on disait, conférence de l'American Football League, qui est en rouge dans le schéma à droite, en bas à droite, et les 7 meilleures équipes de la National Football Conference. Ces 7 meilleures équipes donc, vont se battre pour atteindre finalement la finale, qu'on appelle le Super Bowl, et où est remis le trophée Lombardi. On constate que la première équipe de chaque conférence, elle, n'a pas à passer les premières étapes des éliminatoires. Elle est directement qualifiée en divisional. C'est l'avantage d'être premier finalement. Autre petite ligue mineure, rapidement, pour en parler vite fait. C'est une ligue qui a été refondée en 2010. C'est en fait en intersaison un petit championnat de football américain en salle, de janvier à juillet, qui a la particularité finalement d'avoir que 8 joueurs au lieu de 11. Là, c'est pour en parler rapidement. On va passer maintenant aux franchises, aux équipes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, deux conférences, c'est écrit en bas, 32 franchises, donc 16 franchises dans chaque conférence. Et chaque franchise, finalement, elle possède 53 joueurs, 11 attaquants, 11 défenseurs, des remplaçants et parfois aussi des blessés. Voilà comment se composent les équipes. Là, on voit ici les 16 équipes ou franchises de l'American Football Conference. Première colonne, vous voyez les logos des équipes. Deuxième, donc c'est le nom et la ville entre guillemets qui possède.
parce que finalement ça appartient à un propriétaire, le stade et en fait l'année de création. Et là, comme moi je suis pas trop expert, si Dominique, tu as des choses à dire sur ces équipes par exemple, là on est côté AFC, après on verra un peu vite fait la NFC, des équipes plus connues que d'autres ou des choses comme ça. Déjà, t'as ton équipe. Est-ce que ton équipe, elle est là ou pas? À moi, Dominique, tu me parles à moi? Oui, oui, oui. Mon équipe, c'est les San Francisco 49ers qui évoluent dans la côte ouest. Donc Euh, elle est là en NFC, En NFC, bien entendu, c'est une en très bas très à bonne droite. équipe. C'est une équipe qui n'a pas gagné depuis longtemps. Leur dernière victoire de championnat date de 1995. Mais bon, c'est une équipe mythique parce qu'il y a eu ils ont eu des très très gros matchs. C'est un peu, si on veut comparer avec le football en Europe, on comparait peut-être les 49ers avec un Milan AC ou une grosse écurie. Européenne de football. Bien entendu, il y a des équipes qui ont plus de prestige que d'autres. Par exemple, l'équipe la plus prestigieuse, c'est les Dallas Cowboys, les Pittsburgh Steelers. Ce sont des équipes qui ont démarré avec le Dallas. démarrage de la NFL, pas la AFC, mais vraiment la NFL des années 20 qui avait démarré à ce temps-là, à ce moment-là. Donc, il y a des équipes un peu plus prestigieuses que d'autres, mais un dans l'autre, les 32 équipes sont très, très cotées. C'est le sport le numéro un aux États-Unis et de très loin. C'est-à-dire, c'est la NFL, et puis après, ça descend vraiment à la NBA, au basket, au baseball, et après, en dessous, c'est le soccer, le hockey, mais vraiment, entre la NFL et le deuxième, c'est énorme la différence de, de notoriété dans tous les sports des États-Unis. La NFL est vraiment très, très forte. Oh, merci, Dominique. Donc là, c'est juste pour info. Ben, je vais revenir aussi encore vers toi, Dominique. Oui, Justement, je voulais parler des Redskins qui finalement sont devenus les Washington Commanders en 2022. oui. Tu Euh, sais- tu- Correct. Oui, en fait, c'est un truc aussi, si on peut parler un peu de ça, c'est un truc qui m'a assez surpris. C'est qu'en France, par exemple, une équipe de football, de soccer, football, ça reste le même nom et ça reste dans la même ville. Le PSG reste au PSG. Peut-être qu'ils vont aller avoir un nouveau stade quelque part, mais ça reste le Paris Saint-Germain sur Paris. La NFL, c'est marrant parce que l'équipe n'est complètement pas associée avec la ville. Euh, le nom peut être changé, l'endroit peut être changé, le stade peut être refait dans une autre ville. Les Washington Redskins sont devenus les Washington Commanders. Les Houston Oilers des années 80 sont devenus les Tennessee Titans. Donc voilà, c'est assez, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, c'est du business en fait. Mais là-dessus, Dominique, il y a eu aussi une question, je pense, il y avait un côté un peu racial derrière le Ah fait oui, un petit peu. oui. Donc ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que pour des raisons bizarres, il y a des gens aux États-Unis, des groupes qui ont dit que ce nom de Redskin était un peu raciste vis-à-vis des Indiens. Donc, ils ont forcé l'équipe de Washington à changer son nom, qui sont passés de Redskins à Commanders. Mais en fait, le truc qui est encore pire, c'est qu'en fait, les Indiens aimaient ce nom-là, et maintenant ils sont en train de lutter pour récupérer ce nom et le remettre comme il était avant. Donc voilà, c'est un peu politisé avec le nom Redskin qui est passé aux Commanders. Merci, Dominique. Oui, ben, justement, pour suivre un peu sur ce que tu dis, là, sur l'histoire des équipes qui changent de nom ou qui évoluent, j'ai pris un exemple, j'ai pris les Rams, qui à l'origine en 37 étaient à Cleveland. Bon, finalement, il y a toute une histoire. Donc, c'est créé par une personne qui s'appelle
Le nom a été créé par une personne qui s'appelle Damon Wetzel, ça appartenait à Homer Marshman à l'époque, mais finalement on voit bien qu'en 1946, elle déménage une première fois à Los Angeles, en 1994, elle part à Saint-Louis, et finalement c'est en 2016 qu'elle revient à Los Angeles. Donc on voit que ça bouge vraiment pas mal. Après on voit que l'équipe, par Correct. exemple, elle a gagné 2 fois avant que le Super Bowl existe les championnats, en 45-51, et enfin que elle a gagné ensuite 2 fois encore le Super Bowl. Mais bon, on verra en fin de présentation que le classement des équipes, le nombre de fois où elles ont gagné, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va passer au terrain. Le terrain. Alors le terrain, en fait, c'est environ 110 mètres sur 50 mètres. C'est arrondi, hein. C'est-à-dire à peu près la longueur d'un terrain de football français, de européen, de soccer, mais beaucoup plus étroit. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, Dominique, on voit bien qu'il y a des termes déjà sur le terrain. Donc, il y a la end zone, donc c'est la partie, c'est la zone d'en but, qui mesure 10 yards et qui est de chaque côté. C'est là où, de chaque côté, on marque les touchdowns. Ensuite, au début de cette ligne, c'est la ligne d'en but. Donc, elle n'est pas vraiment dessinée, mais c'est le zéro, en fait, sur le terrain, le goal line. Les 20 derniers mètres, donc comme il disait aussi tout à l'heure Dominique, c'est la red zone. C'est là, en gros, ça commence à être chaud au niveau du match. Donc ça s'appelle ça la red zone. Et enfin, là, je t'ai mis un schéma des poteaux, donc des goalposts, qui sont de chaque côté du terrain et au milieu. Vous voyez là les dimensions. Donc dimension, hauteur, c'est environ 10 mètres de haut, environ 11 mètres de haut et presque 6 mètres de large. Maintenant, quelque chose d'un peu plus Ouais, tu vas nous expliquer. intéressant et cossu. Les règles. Alors, déjà, on va parler de la structure du match. Alors, un match de football américain, ça dure 60 minutes, mais de temps effectif, donc de temps joué. Comme je disais tout à l'heure, Dominique, c'est pas comme le soccer où en fait c'est 90 minutes d'affilée. Elle est décomposée en 4 temps, 4 quarts-temps de 15 minutes chacun, ce qui fait qu'avec les arrêts de temps, les arrêts de jeu, souvent un match peut durer entre 3 et 4 heures. C'est un des bons gros matchs. Entre chaque carton, il y a une pause de 2 minutes qui permet aux équipes de se regrouper, de se réorganiser. Et la mi-temps, qui est entre la deuxième le deuxième et le troisième carton, dure en général 12 minutes. Vous m'arrêtez si jamais je dis des bêtises, hein. Non, non, non. Hmm. Alors, donc, j'avais dit que finalement, c'était bien un chrono non continu avec des arrêts de jeu. Le football, donc, c'est un jeu surtout très stratégique, pardon. De nombreux arrêts de jeu entre les actions, à chaque fois pour réorganiser les équipes ou pour les changements tactiques. Pour ce faire, les entraîneurs ont le droit à 3 temps morts, on va appeler time out. Donc, il y en a maximum, donc 3 par mi-temps qui sont autorisés. Et si des temps morts n'ont pas été pris dans des mi-temps, des cartons d'avant, ce n'est pas cumulable. Donc, c'est maximum 3 cartons, 3 time-out par carton. La succession des phases de jeu permet autant de changements que l'on veut. Les contacts entre joueurs adverses sont réglementés. Donc, tout manquement enfin, si jamais il y a des chocs trop violents ou illégaux, c'est pénalisé. En fin de partie, les deux équipes, quand elles sont à égalité, à la fin du temps réglementaire, il y a une période de prolongation qui dure 10 minutes. Et c'est la première équipe qui marque qui gagne. C'est bon pour vous? C'est bon pour toi, Dominique? Pas dit trop de bêtises? En fait, oui, juste pour les prolongations, en fait, ils ont changé la loi parce qu'il y a eu des problèmes à cause de ça au niveau des prolongations. C'est que l'équipe qui recevait la balle était trop avantagée. Donc maintenant, ils ont changé. C'est pas la première équipe qui marque. Chaque équipe a le droit d'avoir la balle une fois et celle qui marque une fois que l'équipe a réussi à avoir la balle une fois, à partir de là, c'est celui qui marque le premier qui gagne, en fait. Il donne la chance. Si par exemple une équipe reçoit la balle et marque, l'autre équipe a le droit de recevoir la balle et essayer de marquer pour égaliser. Si elle n'égalise pas, ben, elle a perdu. Alors qu'avant, c'était Ah la oui, première équipe qui marquait. Et il y a eu des problèmes parce que ça se jouait à la pièce. Et la première équipe recevait la balle. Et après, ce qui se passait, c'est que
elle avançait juste un peu. Elle n'avait pas besoin de marquer le touchdown, elle mettait juste le Mhm. tir et ça faisait gagner le match. Enfin bref, ça vient de changer à peu près il y a 2 ans, je pense, D'accord. si je me rappelle bien. Mais bon, ça vient de changer. Bon, je vais parler maintenant des phases de jeu. Donc, on a vu un peu la structure du match, comment il se déroule, et maintenant on va voir les phases de jeu, en fait. Les phases de jeu, c'est-à-dire, ben, en fait, le match commence toujours par un dégagement en pied, un kick-off. Donc, et aussi se fait en troisième quart-temps, donc en gros après la mi-temps. Donc, ce coup de pied se fait à 15 mètres du centre. L'équipe qui va recevoir la balle devient l'équipe qui attaque et qui doit progresser jusqu'à la zone d'en-but adverse, tandis que l'équipe qui a mis ce coup de pied, devient elle l'équipe de défense, et elle doit empêcher la progression de l'équipe adverse. L'objectif de l'attaque, c'est quoi? Ben, pour elle, c'est de marquer des points, simplement. Comment elle fait ça? Comment elle fait pour marquer des points? En fait, elle a 4 tentatives de jeu, 4 downs, pour effectuer au moins 10 yards, c'est-à-dire 9 mètres 10. Soit en faisant des passes, soit par des courses au sol. Si le contrat il est rempli, s'ils ont réussi à faire au moins 10 yards en moins de 4, enfin au maximum 4 tentatives, ils ont le droit à nouveau à une nouvelle série de 4 tentatives pour à nouveau parcourir 10 yards, et cela jusqu'à l'en-but, jusqu'à marquer un touchdown s'ils y arrivent. Sinon, au bout de 3 tentatives, ils ont différentes possibilités. Donc là, il y en a trois. Enfin, il a 3 possibilités. L'attaque peut soit tenter de franchir les 10 yards avec la quatrième tentative, comme c'est prévu, comme ils le font jusqu'à maintenant, soit en passe, soit en course. Soit elle est proche des buts. Elle tente un field goal. On en reparlera un peu plus tard, mais finalement, le field goal, c'est un coup de pied pour marquer 3 points. Soit elle est trop loin des buts, enfin, des poteaux, et elle décide de dégager la balle. Là, ça s'appelle un punt, pour la dégager le plus loin possible afin de se remettre en défense. C'est bon pour toi, Dominique? Oui, oui, c'est C'est correct? exactement ça. Ouais. Le quatrième down est assez stratégique vu Mm, par rapport au placement du terrain. Si on est loin du but, généralement, la balle est dégagée. Si on est près du but, c'est une tentative de 3 points ou une tentative mm, de marquer le touchdown. Oui, c'est tout à fait, c'est cohérent. C'est la stratégie. Après, bon, il y a des autres choses qui rentrent en jeu. Combien de temps il reste dans le match? Est-ce qu'il y a la possibilité de récupérer la balle après pour essayer de marquer après? Ou s'il reste plus de temps et là, il faut utiliser le quatrième temps. C'est là que le quatrième down, c'est ouais, là que ça devient un peu comme une partie d'échecs. Mais bon, sur le principe, c'est exactement ça, oui. d'accord, merci. Alors, on vient à comment inscrire des points. Donc, quelle est la manière dont on peut marquer des points au football américain? Donc, le plus connu, que tout le monde connaît, enfin, que la majorité des gens connaissent, c'est le touchdown. Donc, c'est arriver en zone d'en-but et avec le ballon à la main. Ça vaut 6 points. C'est à peu près l'équivalent au rugby de l'essai, mais sauf qu'il est pas. Il faut juste passer la zone en courant. On n'est pas obligé d'aplatir. On peut compléter ce touchdown d'un point ou de 2 points en fonction de. Alors, un point si c'est un coup de pied, ou de 2 points si on fait un mini touchdown. Mais la première option est la plus courante parce que le mini touchdown est plus compliqué à réaliser, en fait, d'après ce que j'ai compris. La deuxième façon de marquer des points, comme on le disait dans la partie juste avant, c'est le field goal, donc le coup de pied. Donc, on est encore en tentative de down. On arrive en quatrième tentative. Et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent marquer 3 points s'ils passent le ballon entre les poteaux avec un coup de pied. Troisième façon, pardon, de marquer des points, qui est un peu plus rare, c'est le safety. Lui, il vaut 2 points. C'est le fait de plaquer le porteur du ballon dans sa propre zone, dans le but. Allez, tac, 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 tac. Hop, là, je me suis trompé. Je vais peut-être faire ma vidéo. Hop, hop, hop. Ah oui, la deuxième possibilité pour le safety, c'est un fumble. Donc, c'est un terme qui veut dire, qui explique, enfin, qui exprime quand le porteur du ballon laisse échapper celui-ci par maladresse, alors que lui-même sortait de sa zone d'en-but encore. C'est encore un safety.
Donc une fois que l'équipe, elle, a perdu 2 points parce qu'elle a pris un safety, elle a quand même le droit de dégager la balle après au pied. Je pense que c'est un dernier moyen de marquer un but. Donc là, celui-ci est rarissime, c'est le drop, comme au rugby. Donc suite à une mise en jeu, le joueur frappe le ballon au pied après l'avoir fait rebondir sur le sol. Voilà. J'espère pas. C'est bon pour toi, Dominique? Oui, le drop, il y a des fois, c'est magnifique parce que c'est un peu comme le rugby. Je pense, je connais pas trop le rugby, Mm. mais ça, il y a exactement, il y a une possibilité de, de marquer comme ça. C'est super beau quand ça marche parce que c'est un moyen de, c'est très très rare de voir. Donc, mais bon, j'en ai vu un ou deux des fois dans les matchs et ça devient ça devient carrément les highlights de tous les trucs de sport. Ils montrent un drop kick à la télévision, c'est assez extraordinaire. Donc C'est moi j'ai une ça. petite question pour toi, Dominique, par rapport à justement ces positions, attaque, défense, etc. Toi, tu as ton fils qui joue dans une certaine position. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de sa position et justement, je pense que c'est un peu le stratège au niveau stratégie. Alors, oui, effectivement, c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce sport, c'est qu'il y avait deux équipes dans une. En fait, trois équipes dans une. Il y a une équipe d'attaque, une équipe de défense et une équipe de special team. L'équipe d'attaque, bien entendu, c'est l'équipe qui s'occupe à générer les points. L'équipe de défense, c'est l'équipe qui va bloquer l'autre équipe à générer des points. Et puis, il y a l'équipe de special team qui s'occupe de mettre les 3 points et les trucs. Et donc, en regardant les matchs, j'ai commencé à comprendre un peu plus le jeu. Et puis, mon fils qui a grandi, qui est bien entendu que j'élève, regarde les matchs avec moi et qui a commencé à aimer le jeu aussi et qui a commencé à jouer très jeune en Pop Warner, qui est la ligue de départ. C'est comme les poussins au football français. Et il a joué Pop Warner et son coach l'a mis directement quarterback, qui est carrément la position la plus importante de l'équipe. Il était ravi de faire cette position. Lui, il voulait faire plutôt receveur ou running back. Et le coach a dit non, j'ai l'impression que tu as une bonne façon d'envoyer la balle, de faire des passes. Donc, il a démarré quarterback en poussin, en Pop Warner. Après, c'est parti dans le high school. Et maintenant, du high school, il a transféré maintenant dans un gros collège de division 1. Donc, au fur et à mesure, j'ai vu mon fils grandir et j'ai appris plus de cette position de quarterback par rapport à lui. Donc maintenant, je suis vraiment plus qu'un fan. J'ai carrément mon fils qui joue. Donc voilà, et c'est très très compétitif. Il s'entraîne beaucoup, c'est des heures et des heures et des heures entre les études et le sport. Ce sont des journées ça peut aller jusqu'à 12 à 14 heures. On en parlera un petit peu du monde universitaire un peu Ouais, après, donc, vers la fin. Euh, avec plaisir. tu peux continuer. Voilà, Tu voilà. peux nous parler un peu, Stéphane, Euh, de la structure un petit peu annuelle du calendrier, en fait, compte? on va Ouais, voir la ça un peu pré-saison. après. Là, je vais finir de détailler un petit peu l'attaque et la défense, parce qu'il a un petit peu mis des Ah ouais, mots on a parlé. Ah oui, comme exact. ça, des petits mots comme ça, quarterback, tout ça. Donc, du coup, je vais en parler un peu, parce que c'est important, finalement, de savoir un peu les postes, parce que c'est quand même, finalement, il y a quand même beaucoup de postes et c'est très stratégique. Donc, comme il a dit pas mal de mots, on va passer par ces petits glossaires, entre guillemets. Alors, l'attaque, on en disait tout à l'heure, c'est l'équipe qui a le ballon. Son but, c'est de marquer des points. Elle est composée. Donc, vous avez le petit graphique en haut à droite pour voir leur position sur le terrain. Du quarterback, donc finalement le poste du fils de Dominique maintenant. Donc, c'est le meneur de jeu. Donc, c'est bien ce qu'il disait, hein, c'est un poste très important. C'est lui qui va lancer le ballon au moment des downs. Ensuite, vous avez à côté de lui, le running back, donc coureur. Lui, c'est le joueur qui va courir pour recevoir le ballon.
une fois qu'il sera lancé par le quarterback. Vous avez après le tight end. C'est un joueur, lui, qui est polyvalent, qui peut soit protéger le quarterback, soit lui aussi attraper le ballon. Sur les côtés, vous avez les wide receivers. Les wide receivers ou receveurs, ce sont les joueurs qui doivent attraper le ballon. Et hop là, je regarde derrière. J'enlève ils sont la cible du quarterback quand il lance le ballon. Pour protéger le quarterback, il y a une ligne devant lui qu'on appelle l'offensive lineman, donc la ligne offensive. Dans ces postes-là, devant lui, sur la ligne, il y a trois postes. Il y a le centre, le center. C'est lui qui est en charge d'envoyer le ballon au quarterback, vers l'arrière, à chaque engagement. Sur les côtés du centre, il y a les guards qui sont positionnés à gauche et à droite du centre. Donc des gardiens qui protègent le quarterback. Et enfin, les tackles qui sont positionnés aux extrémités de la ligne offensive. Donc cette ligne-là a pour but de défendre son quarterback. Je n'ai pas dit trop de bêtises? Non, parfait. C'est bon. Et on va voir en face, ou du moins, quand l'équipe a pas le ballon, donc c'est l'équipe qui est son but à elle, c'est d'empêcher l'équipe adverse d'avancer et ou d'essayer d'attraper le ballon. Elle est composée d'un defensive tackle. Donc, ce sont des joueurs qui doivent empêcher les jeux de course au niveau du centre, les passes et mettre la pression sur la ligne offensive. Ceci est en fait le premier rideau de défense de l'équipe. Ensuite, il y a les linebackers. Le deuxième rideau de défense, donc, juste arrière, ce sont des joueurs qui, eux, sont assez polyvalents et qui doivent s'adapter aux différentes phases de jeu. Je range ça. Pour contrer donc, les courses ou les passes. Ils mettent la pression sur la ligne offensive et essaient de plaquer le quarterback. Il y a les cornerbacks qui font partie de l'arrière-champ de la défense. Leur boulot, eux, est d'empêcher le quarterback de réussir une passe vers l'un des receveurs adverses. Donc, l'apostrophe. Ensuite, les strong safety. Donc, ils sont aussi en arrière-champ. Ils ont un gabarit un peu moins imposant que les defensive tackles. Et du coup, ils sont assez rapides et très actifs afin d'anticiper les passes longues et aider contre les courses. Donc, s'il y a une course en face, ils vont vers l'avant, ils essayent d'aider en défense pour attraper les coureurs, pour plaquer les coureurs. Et sinon, ils ont un gabarit assez fin, taillé pour la course, pour pouvoir essayer d'intercepter les balles lancées par le quarterback. Et enfin, le dernier, c'est le tout au fond, donc il fait partie de l'arrière-champ aussi, mais c'est le plus loin de l'attaque, c'est le free safety. Comme le strong safety, il est pareil, très réactif. C'est un coureur rapide qui, lui, est là pour déjouer les passes longues du quarterback. Mais il peut, suivant la situation, suivant comment se passe l'attaque, aider aussi à contrer les courses. C'est bon pour toi, Dominique, Vraiment, au niveau des postes? j'ai même appris des choses que je savais pas. C'est Bravo, excellent. bravo Stéphane, excellent. Excellent, excellent. On Quelques va chiffres. parler un petit peu des derniers résultats. Donc là, vous avez les deux conférences, l'American Football Conference et la National Football Conference, le classement de la saison régulière 2024-2025. Voilà, là, une liste. En sachant que finalement, ce qu'on va voir juste après, c'est pour les playoffs, ce sont les sept premiers de chaque tableau qui est récupéré pour jouer les playoffs. Voilà, juste après. Donc, les sept premiers du tableau des deux tableaux d'avant sont récupérés ici et on voit le parcours qui a eu lieu en début d'année, entre janvier-février, je crois, puisque c'était quand, oui, la finale c'était en février. C'est écrit en bas, le Super Bowl. Donc oui, c'est ce qui passait entre janvier et février, donc les matchs des différentes équipes qui a eu lieu au playoff. Donc on voit que le Super Bowl a eu lieu le 9 février et que c'est les Eagles de Philadelphia qui ont finalement gagné le Super Bowl cette année.
Les Super Bowls gagnés durant, depuis que le Super Bowl existe, en fait. Donc le classement part de ceux qui n'ont jamais joué, ceux qui n'ont jamais gagné, et enfin ceux qui ont atteint, enfin ceux qui ont gagné quand même 6. Donc on voit que en tête du classement, on a les New England Patriots et les Steelers. Donc le New England de Patriots de Foxborough et les Steelers de Pittsburgh. Et ont quand même des beaux parcours aussi. Donc on a quand même San Francisco, donc l'équipe préférée de Dominique, qui a quand même 5 victoires au Super Bowl, ainsi que les Dallas Cowboys. Voilà. Pour parler de ceux qui ont le plus de Super Bowl à leur actif. Enfin, pour terminer sur les résultats, on va quand même un petit peu parler de ce qui va se passer saison prochaine. Donc la saison régulière, un petit peu avant, on a une pré-saison qui débute par un Hall of Fame qui se tiendra en août dans l'Ohio cette année à Canton. Donc, ça durera 3 semaines avec des matchs amicaux. Ensuite suivra la saison régulière du 4 septembre 2025 jusqu'au 4 janvier, dans janvier 2026. Il y aura donc 18 semaines de matchs, 18 semaines oui, de matchs, mais 272 matchs surtout. En janvier, on aura le début des playoffs avec la ronde des wildcards le 10 et le 11 janvier. Ensuite, le tour divisional le 17 et le 18 janvier. Enfin, la finale des équipes de conférence au 25 janvier. Et le Super Bowl, 60e Super Bowl qui se passera cette année, enfin l'année prochaine à San Francisco, au Levi's Stadium, le 8 février 2026. Hmm. Quelques chiffres pour montrer ce que disait tout à l'heure Dominique aussi, que la force, enfin du moins l'importance de, du football américain aux États-Unis. Donc quelques chiffres impressionnants. Donc vous voyez à gauche la valeur des franchises de NFL. Donc avec en tête les Dallas Cowboys qui sont quand même à 11 milliards. Mais bon, la plus petite équipe, je l'ai noté en dessous, la plus petite franchise de NFL est quand même à 4 milliards de, de valeur. Pour parler d'autres chiffres, des gens qui regardent le Super Bowl en 2025, au mois de février, il y a eu quasiment 128 millions de personnes qui ont regardé le match. Donc apparemment, ce que j'ai lu, enfin, quand j'ai pris les infos, ça comptait les gens qui ont regardé le match pour plus de 10 minutes. Donc c'est quand même 128 millions. Euh, Combien ça génère? Eh bien, le football américain génère à lui tout seul chaque année 12 milliards pour ce qui est oui, de la diffusion des matchs pour la saison régulière et sûrement enfin et les playoffs. Donc tout ce qui est diffusion de matchs football américain rapporte 12 milliards, sachant que le football, le soccer, lui, c'est 22 milliards, mais sur la planète, pas seulement aux États-Unis. Donc on voit Et, quand même qu'on est à 10 milliards en dessous, mais seulement sur un seul sport et qui est uniquement national. et ça, c'est super intéressant, Stéphane, parce que justement, donc, pourquoi numéro un aux États-Unis, à la NFL? Ben là, c'est le lien, en fait, quand c'est les médias. Dans les années 70, ils ont mis le sport en avant. Ils ont investi énormément au niveau des médias. Et c'est en fait compte, c'est ça qui fait que, ben, en face, à la télé, les parents et les enfants regardaient. Et ensuite, bien sûr, en université, la passion était déchaînée au niveau du football aussi, avec des 15, 20 000, 25 000 personnes qui vont au match donc, à l'université. Et pour moi, pour voilà, expérience personnelle, premier jour à l'université, le premier dimanche, j'ai halluciné. C'était énorme de voir les parents, les grands-parents, les petits avec leurs écharpes, avec les couleurs de l'équipe de l'université, avec une vraie ferveur. Et en fait, compte, pas tout le monde aime le football américain, mais juste l'expérience, même dans les stadiums ou bien à l'université, elle est extraordinaire. Et en fait, compte, ouais, ils ont une économie qui est extraordinaire. Oui, oui, pour rebondir justement sur ce que tu dis là, on le voit, durant le Super Bowl, 30 secondes de publicité sur Fox, c'est 8 millions. Ça va, ça paye quelques bills.
Excellent. Et donc, tu Voilà. as des expressions un petit peu magiques qui C'est se c'est sortent. ça. Bon, en fait, je vais pas toutes les énumérer parce qu'on a quand même mis, il y en a une On va faire bonne un peu plus. trentaine. Comme on l'a noté ici, vous pouvez, si vous nous laissez vos mails, on pourra vous envoyer déjà la présentation pour que ça vous servira peut-être de rappel si jamais j'ai été un peu vite pour revenir dessus. Et vous aurez aussi tous les petits mots, les petites expressions business, enfin football qu'on retrouve dans le business. Donc là, on en a quelques-unes qu'on peut tester, une ou deux. Par exemple, game plan, stratégie de match élaborée à l'avance. Ça, c'est dans le sport. Finalement, dans le business, c'est un peu pareil, un plan d'action stratégique. Et l'exemple, let's finalize the game plan before tomorrow's client pitch. Il y a beaucoup d'expressions finalement qui passent au travers du. Je pense que ça passe finalement d'abord au travers du langage pour finalement se retrouver au niveau du business. Le, le Monday Morning Quarterback, elle est très bonne, cette expression. C'est des gens comme moi qui pensent être coach. Et après les matchs, on refait les matchs en disant euh, oui, ce quarterback est pas bon, il faudrait mettre celui-là. Celle-là, c'est la meilleure. Le Monday Morning Quarterback, c'est devenu une expression énorme aux États-Unis. C'est vraiment marrant. Don't be a Monday Morning Quarterback. Ça inclut maintenant le business et tout. Mm. Arrête de jouer le pro. Et ça, c'est tous les lundis au bureau, tout le monde parle du match du dimanche. Oui. Ce joueur est pas bon, il faut le remplacer. Ou ce quarterback, c'est surtout les quarterbacks, hein. Mm. C'est quand mon fils joue bien, on perd tout le monde. Quand il joue mal, ah, il faut le remplacer, il faut mettre le remplaçant. Et donc cette Monday morning quarterback est très très bonne, très très bonne expression. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Ouais, Bah, kick-off, comme je disais tout à l'heure, le coup d'envoi du match. ouais, le Bah, ça kick-off. se retrouve finalement dans le business aussi quand on veut faire Ouais, un lancement de projet ou d'une mission. ouais, kick-off, Mm. exact. To quarterback. Quarterback something. Mener l'attaque, distribuer les jeux. En business, c'est piloter un projet, diriger une équipe ou une mission. Can you quarterback the launch event? We need a strong lead. Il y en a énormément, donc c'est cool. Tout le monde Ouais, a accès à ces expressions. C'est intéressant quand même bah, dans les discussions. Et puis surtout pour les Français qui viennent aux US et pour s'intégrer un peu à la culture, c'est toujours intéressant. ouais, blindsided, être attaqué par surprise, souvent de côté. Ou en business, être pris de court par un événement inattendu. Ça, voilà, pour moi, la présentation est finie. Maintenant, je vais vous laisser. Donc avant les Pour le- questions, merci Stéphane. Excellent travail. Merci. Donc, juste avant de voir s'il y a des questions éventuellement dans l'audience, Dominique, justement par Oui. ton parcours, par ton expérience, tu nous as dit que ton enfant donc, avait commencé assez jeune, donc 6, 7, 8 ans, c'est ça? Oui, en fait, en fait, c'est une très bonne question, Patrice, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas démarrer le football américain trop tôt. Et ils veulent, maintenant, il y a des organismes qui poussent à démarrer le football à 14 ans, 15 ans, quand on est un peu plus développé, parce qu'il est pour ils ont peur des coups, je sais pas comment on dit celui-là, de concussion, je sais pas comment on dit ça en français. Mais bon, oui, il a commencé à 10 ans. Traumatisme. Traumatisme crânien, les machins, parce que c'est vrai, quand on grandit, quand on est jeune, c'est mieux de faire des sports un peu moins commotion. Voilà, très bien. On peut, vaut mieux faire un autre sport que ça. Donc maintenant, et il y a beaucoup d'organismes qui ne veulent plus que ça démarre aussitôt. Mais bon, il a démarré à 10 ans. Bien entendu, j'ai fait attention. J'ai bien vérifié que c'était pas. Il y a des programmes qui sont un peu plus costaud que d'autres. Moi, je l'ai mis dans un programme qui était plus léger, où il y avait moins de plaquage. Et voilà, donc de fil en aiguille, il a démarré tôt. Si on démarre pas tôt, c'est compliqué parce que, surtout pour la position de quarterback, c'est une position qui est très, très compliquée. Il faut apprendre tous les plays, faut comprendre toute la disposition de l'équipe très jeune. Comme ça, quand on avance en étant
plus âgés, on a l'expérience d'avoir joué plus jeune et on n'est pas, on n'arrive pas dans l'équipe comme ça en ayant un peu cette panique. Donc tous ces matchs qu'il a fait en étant jeune, ça l'a aidé pour quand il est rentré dans la high school. Et bien entendu, en jouant très bien en high school, ça l'aide maintenant au niveau universitaire et qu'il il continue à faire son rêve d'essayer de rentrer comme tout le monde en NFL. Mais il faut commencer tôt parce que si on commence trop tard, on n'a pas cette expérience assez jeune et ça devient compliqué après. Et il y a aussi le tag football, en fait, compte, c'est ça, où à un moment donné, ils essaient de ne pas faire obligatoirement de contact trop jeune, mais Oui, et il y passer. a aussi le flag football qui est un peu un dérivé. Au lieu de plaquer le joueur, le joueur a une espèce de flag qui dépasse de son short et le défenseur tire le flag au lieu de le plaquer. Mais bon, Ça arrive aux Jeux ça n'aide Olympiques, pas tu sais trop. ça. Pardon? Ils en parlent pour les mettre aux Jeux Olympiques, le flag football. Oui, c'est mignon, c'est sympathique, c'est assez rapide, mais c'est vraiment pas le jeu. Le vrai jeu du football américain, il est basé sur, comme a expliqué Stéphane, une attaque et une défense avec des plaquages, avec du positionnement. Quand il y a Euh, les gladiateurs, quand même, ça reste ça, l'armée. voilà, et si on enlève ça, le jeu complètement change. Il faut être honnête, le spectateur et le fan, il aime ce côté, comme on aime le rugby quand il y a ces plaquages comme ça, là, c'est beau à voir. Bon, faut bien entendu être sûr que les joueurs ne se font pas mal. C'est un peu le gros problème du sport, il y a beaucoup de blessures. Donc, si tu devais nous tracer un peu ce parcours entre middle school ou bien le high school, l'université jusqu'en NFL, euh, Ah, alors plus on avance, plus ça devient très très dur. Au début, Pop Warner, tout le monde joue. C'est le fils qui amène c'est le père qui amène son fils dans l'équipe. Tout le monde c'est joyeux, tout le monde joue. Après high school, ça commence à être compliqué parce que là, il faut vraiment savoir jouer. Il y a une sélection avec le coach de high school. D'ailleurs, le coach quand mon fils est rentré en high school, le coach a fait un meeting en disant, c'est moi qui décide les postes. Le père n'a aucune décision à faire. Si moi je décide que votre fils joue là et votre père n'est pas d'accord, et ben vous jouerez pas. Donc vous pouvez partir de l'équipe. Ça commence déjà à être sélectionnable au niveau du poste. Et là, bon, les joueurs sont plus grands, ça commence à être un peu plus compétitif. Et après, le truc qui est vraiment plus difficile, c'est de rentrer au collège, parce qu'il y a trois divisions. Il y a la division 3, la division 2 et la division 1. La division 3 et la division 2, c'est assez compétitif. La division 1, c'est la porte du professionnalisme. Donc tout le monde veut essayer de rentrer en division 1. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très dur. Mon fils, il est rentré au collège, il y avait son recruteur qui lui disait, écoute, essaye la division 2 parce que la division 1, il faut être un peu plus grand. Il fait 1,85 m, je crois il fait 6'2", et les quarterbacks de division 1, ils sont à 6'5". Donc, il est rentré en Division 1 et c'était pas le gabarit parfait pour un quarterback. Maintenant, ça a changé. Ils prennent des joueurs des quarterbacks un peu plus petits à 6'2", à 6'1". Mais les anciens college coach de Division 1, ils aiment leur quarterback à 6'5", 6'4", 230 kilos. Lui, il faisait 230 pounds. Lui, il faisait 210 pounds. Maintenant, il est monté à 220. Mais bon, ça devient vraiment, vraiment très, très compétitif parce que les recruteurs d'équipes professionnelles, ils regardent les matchs de Division 1. Donc, voilà. Donc, la progression en arrivant en Division 1, c'est vraiment le jour et la nuit avec le high school et tout ce qu'il y a avant, Top, top. Et si pour ça peut conclure, aider. si tu as des conseils un petit peu à donner aux nouveaux fans français qui voudraient étudier un petit peu plus le football américain, etc., quel est le meilleur Ah, moyen pour eux d'apprendre? Donc maintenant, déjà, s'ils ont assisté à ce webinaire, je pense que Stéphane leur a donné pas mal d'éléments intéressants. oui.
grâce à Stéphane, il y a eu beaucoup d'informations très importantes. Moi, je pense qu'il faut faire ce que j'ai fait moi, en fait, c'est de voir les matchs et d'essayer de les comprendre petit à petit. C'est très compliqué au début parce qu'on voit un tas de trucs arriver, des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui se font plaquer, le match qui s'arrête toutes les 5 secondes. Après, c'est compliqué à comprendre. Mais une fois que le jeu est compris, ça devient vraiment magnifique à regarder, quoi. Parce qu'après, on comprend tout sur tout le terrain et après, on devient un fan, quoi. Après, c'est vraiment un très, très beau sport à suivre, en fait. Super. Donc, on a quelques questions. En rapport avec les activités économiques. Hein. Alors, on parle d'une source de revenus indépendante jusqu'à 96 millions. Est-elle intéressante pour les franchises? À combien, qui peut acheter une franchise et Ah, comment, et combien ça coûte? Stéphane, tu veux la répondre ou tu veux que je la réponde? Moi, c'est pareil. Oui, je laisse le faire. Ah, ok, bah, c'est pareil, puisque c'est à peu près ce que tu as dit. Hmm. Bah, c'est simple. Pour acheter une franchise, déjà, il faut avoir l'accord de 23 des 32 Les propriétaires. autres. Voilà. On ne peut pas acheter une franchise comme ça, comme on va acheter une montre dans un magasin ou une voiture. Déjà, il faut être accepté d'acheter, il faut avoir comment on dit, l'acceptance d'acheter la franchise. Déjà, ça, c'est le premier truc. Donc, il faut être vraiment bien intégré en politique, connaître tout le monde et tout ça. Après, il faut trouver l'argent, comme a expliqué Stéphane. Ça coûte à peu près entre 4 et 6 milliards pour acheter la franchise. Ça, c'est le deuxième truc. Et après, troisième problème encore plus important, c'est qu'il faut quand même trouver un vendeur. Parce qu'on ne peut pas créer un club comme ça. Il n'y en a que 32, il y en avait 28, et ils vont en avoir que 32 pour assez longtemps. Il n'y a pas d'études pour augmenter le nombre de franchises. Donc, une personne qui veut acheter une franchise va devoir l'acheter à quelqu'un d'autre. Les Washington Commanders, c'est la dernière franchise qui a été vendue, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans, pour la somme de 6 billions. Donc voilà, c'est très très compliqué à être, avoir une franchise. Même Jeff Bezos et Bill Gates, ils n'y arrivent pas. Jeff Bezos voudrait acheter une franchise, il n'arrive pas à l'acheter. Le patron d'Amazon, hein, je dis. Je dis bien Jeff Bezos. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, bon. Et là, il y a une question de Florent qui dit, donc, une source de revenus indépendante jusqu'à 96 millions par an est-il intéressant pour les franchises? Une source de revenus indépendante jusqu'à 96 millions par an est-il intéressant pour les franchises? Euh, Si je continue sur ce sujet, bon, 96 millions par an, c'est pas un très très gros contrat d'après ce que je peux savoir sur ce qui est négocié. Mais bon, comme tout business, c'est bon à prendre, hein. S'il y a quelqu'un qui offre 96 millions pour un naming rights ou je sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait être peut-être les droits d'achat pour une chaîne télévision étrangère, un truc comme ça, oui, je pense que comme on dit au State, hein, every business is good business. Donc oui, mais bon, c'est 96 millions, c'est vrai que c'est pas énorme avec comme a expliqué Stéphane, avec ces billions de dollars ces milliards qui brassent, c'est bon, c'est léger, mais bon, c'est quand même une somme intéressante, quoi. Ça peut payer quelques factures. On a fait 1 heure. Euh, Parfait. merci en tout cas, Stéphane et Avec Dominique. plaisir. Ça a été un grand plaisir. Bye. Et puis, encore une fois, donc, si vous avez quelque chose à rajouter, un élément, une anecdote, Dominique, avec ton expérience, avec ton fils, est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui éventuellement tu as envie de partager? Euh,
Ben oui, moi, bien entendu, en ayant un fils qui joue, moi, ce que j'aimerais bien, ce qui est en train de se développer, c'est un peu la sécurité et et être sûr que les joueurs sont bien entretenus, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils restent en bonne santé. Et ça, c'était des choses qu'il n'y avait pas dans les années 70-80. Il y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont des problèmes physiques après 10-15 ans de carrière. Énormément de joueurs, d'anciens joueurs, se retrouvent maintenant dans des positions très délicates, sur des chaises roulantes, avec des blessures très très importantes. Donc maintenant, la Ligue s'occupe vraiment comment on dit ça, d'être sûr que le jeu devient plus safe. Et Ouais. ça, c'est important pour moi. Mon fils, il joue. Je vais aux entraînements, je vois des gros gabarits, comme expliquait Stéphane, les defensive ends, les défenses qui sont des joueurs énormes, qui essayent de plaquer mon fils. Bon, j'aimerais qu'il y ait des lois qui continuent à être dans ce sens où les joueurs sont plus protégés. Ouais, je pense qu'il y a une dimension non seulement au niveau sécurité, au niveau bien sûr, il y a plus de protection, etc. Ils font vraiment très attention. Et puis il y a aussi l'aspect où tous ces joueurs sont millionnaires à un certain moment dans leur vie, et puis beaucoup perdent beaucoup d'argent et en fait compte finissent assez mal leur vie parce que c'est compliqué de gérer l'argent et ça aussi, Oui, ils sont en train de changer, ils sont en train de les accompagner oui. d'une Oui, meilleure. exactement. Très, très bien, Patrice. C'est le cas. Comme la carrière est très courte, on parle de 3 ans et demi à 4 ans de carrière. Et l'argent doit leur durer pour longtemps. Et malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de joueurs. Donc maintenant, la NFL met dans leur groupe des financial advisors. Je sais pas comment on dit ça en français, des gens qui aident pour que ces joueurs fructifient leur argent et que ça leur dure pour le reste de leur vie. Ouais, très bien. Écoutez, merci, merci. Donc, c'était le premier webinaire sur le football américain. On aura un webinaire sur le basket aussi, donc qui arrive début juin. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On partagera toutes les informations. Nous avons aussi un événement networking à Laguna Beach le 5 juin et le 10 juin donc à Los Angeles au Sunset Parky. Donc, j'espère tous vous voir et puis vous rencontrer en chair et en os. Et merci encore à tous pour votre temps. Merci à l'audience et puis à très vite.